Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Sturschler, qui est coach professionnel et également formateur certifié en PNL et neurosciences. Et il va nous parler aujourd'hui du problème de désengagement au sein des entreprises. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, Pascal, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours académique, professionnel et également ton choix de reconversion professionnelle? Tout d'abord, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui connecté avec vous. Alors, mon parcours, il est assez relativement simple. J'ai fait un gros parcours dans l'horlogerie. En tout cas, la plus grande expérience que j'ai eue, notamment 15 ans dans une grande manufacture horlogère. Alors, j'ai fait différents secteurs. J'ai passé un grand moment au sein de l'industrialisation process. Je m'occupais des investissements process. Et arrivé un moment, après 15 ans, j'avais fait le tour un petit peu de la question. J'avais perdu aussi un petit peu le fil conducteur de mon évolution. Euh, J'avais besoin un petit peu aussi à un âge, j'arrivais à un âge plutôt où j'avais perdu le sens finalement de moi, l'entreprise, la famille. Je suis marié, j'ai deux enfants aussi en bas âge et c'est ce qui a aussi changé pas mal la donne. Finalement, les enfants, ça remet aussi un coup de bascule dans tout ça. J'ai plus de 40 ans. En tout cas, quand j'ai quitté l'entreprise, j'avais 40 ans, donc j'ai peut-être fait aussi une petite crise de la quarantaine. C'est ce qui m'a permis de prendre du recul et de me poser aussi des bonnes questions. Et j'ai décidé tout simplement de quitter l'aventure et d'arrêter finalement mon parcours professionnel dans cette grande manufacture. Voilà. Je dirais presque sur un coup de tête parce que j'avais pas de plan B, j'avais pas de plan de secours. Mais je savais que je voulais plus continuer dans ces conditions-là, avec cette énergie-là, avec cette intensité-là. Donc voilà, c'est pour ça que tout naturellement, j'ai démissionné et je me suis réinventé dans le coaching où j'ai pris le temps justement d'apprendre à me connaître déjà parce que je pense qu'on ne se connaît pas forcément suffisamment et il faut du temps pour apprendre à se connaître. Donc moi, j'ai pris en tout une grosse année de formation où j'ai fait de la PNL. J'ai fait d'abord une école de coaching où j'ai fait master coach, neurosciences et PNL. Et c'est ce qui m'a permis finalement d'avoir aujourd'hui une meilleure vision de moi-même, en tout cas, par rapport il y a quelques années en arrière. Donc ça, c'était la première étape, c'était apprendre à me connaître et aussi apprendre finalement un autre univers qui est le bien-être, la découverte de soi, la découverte de ses émotions, comment gérer les émotions, comment gérer aussi les contraintes, les problématiques, dans les entreprises notamment aussi. Je me suis spécialisé dans le coaching en entreprise, dans le management, pour accompagner les managers, mais pas que, aussi les collaborateurs, et pour gérer un peu toutes les problématiques comme le burn-out, comme l'absentéisme, un peu toutes les conséquences finalement qui sont issues du mal-être au travail. Et c'est vrai que sur tous les choix de reconversion professionnelle que tu pouvais faire, pourquoi avoir choisi plutôt la voie du coaching? Mm. En fait, je dirais que le coaching, moi, il est un peu venu à moi tout seul. C'est-à-dire que quand j'ai démissionné, j'ai eu énormément de témoignages parce qu'il faut savoir que dans l'horlogerie, de manière générale, on ne quitte pas forcément son travail. On reste, en tout cas, on reste de longues années, voire même jusqu'à la retraite. Et j'avais un poste quand même relativement séduisant, qui était convoité par de nombreuses personnes, très intéressant, très diversifié. Et du coup, il y a eu quand même beaucoup de témoignages de personnes qui étaient intriguées par ce choix. Et une fois que j'ai expliqué finalement ouvertement mon choix, ils ont aussi fait preuve d'ouverture, où ils m'ont fait des témoignages assez forts, des personnes qui sont pas heureux, des personnes pas heureuses, pardon, qui sont même traumatisées, qui pleurent le matin en allant au travail, qui des fois se cachent aux toilettes pour pleurer entre deux séances, des personnes qui rentrent chez eux déprimées le soir, qui n'ont pas envie d'aller au travail le lundi matin, qui sont déboussolés ou en tout cas qui se sentent un peu isolés, seuls et qui peuvent pas exprimer leurs émotions. Et généralement, ces personnes-là mettent un masque parce que les témoignages forts que j'ai eus sont des personnes que je pensais pas du tout. Enfin, je pensais pas du tout que qu'ils étaient dans cet état-là. Et c'est très compliqué à diagnostiquer de l'extérieur parce que ils ne laissent rien transparaître et rien apparaître comme signe, comme signal de détresse, quoi.
Donc c'est Mm. tout naturellement en fait que suite à tous ces témoignages que je me suis orienté vers le coaching. Et après, c'est un petit peu aussi l'alignement des planètes parce que je finissais en février, j'avais 3 mois d'édite et il y avait une école de PNL à Genève qui avait encore une place dans son programme de mars. Donc finalement, il y a tout qui s'est bien enchaîné. Je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de sauter dans l'aventure. Et puis de toute façon, je savais pas trop ce que j'allais en faire de tout ça, de cette formation. Mais je savais qu'en tout cas, rien que pour moi, ça allait m'apprendre énormément de choses. Donc ça, c'est déjà un grand pas, en tout cas sur l'apprentissage de soi-même. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage très authentique et transparent. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'au début de ce podcast, j'ai brièvement évoqué le terme désengagement. C'est un sujet justement sur lequel tu voulais euh, partager. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus? Pourquoi vouloir aborder ce sujet plutôt qu'un autre? Ouais, alors pour moi, le désengagement, c'est vraiment le début de tout, en fait, dans l'entreprise. C'est le point de départ. On arrive tous dans une entreprise, notamment quand on est jeune, avec énormément de volonté, de dynamisme, d'enthousiasme. On est convaincu par beaucoup de choses, par des valeurs qu'on a appris aussi à travers nos parcours académiques. Euh, on est plein de bonne volonté, encore une fois, d'un dynamisme profond et sincère. Et, et finalement, quand on rentre dans ces grosses multinationales, on se rend vite compte qu'il y a pas mal de personnes autour de nous qui sont plus dans cette même énergie. Peut-être qu'ils l'ont été, et certainement ils l'ont été, mais en tout cas, ils ne le sont plus. Et c'est vraiment ce désengagement que je voulais partager aujourd'hui, c'est se dire comment ils ont pu en arriver là. Et aujourd'hui, les chiffres, ils sont assez incroyables, même, on peut presque même pas y croire. Il y a Gallup, donc c'est un peu comme le Ipsos français, c'est aux États-Unis, hein, qui a fait une grosse étude sur le désengagement dans les entreprises. Et les statistiques, en France, c'est 93% de personnes désengagées. Aux États-Unis, c'est 75% de désengagés. La moyenne en Europe, c'est 85% de désengagement, ce qui est énorme. En Suisse, on ne connaît pas trop les stats pour notre pays, la Suisse. Mais là, il y a une récente étude aussi qui est de Randstad qui révèle que 50% des employés en poste aujourd'hui sont prêts à démissionner dans l'année 2025. Donc, c'est assez incroyable. Donc, c'est vraiment des signaux, en tout cas, très forts de désengagement et qui sont très parlants. Alors, dans le désengagement, il faut toujours nuancer parce qu'il y a différents degrés de désengagement. Eux, ils classent ça en 2 degrés. C'est qu'il y a il y a le premier niveau de désengagement, donc c'est le désengagement où finalement on va au travail à reculons, voilà, on n'a pas forcément de grosse motivation, on y va, on rentre chez soi, voilà, on tourne la page et c'est réglé. Et il y a un autre niveau de désengagement qui conduit vraiment à l'absentéisme, au burn-out, à une perte de sens, à une perte de déséquilibre entre vie pro, vie perso, et qui est vraiment euh, préjudiciable pour la personne. Ok. Donc en fait, ils ont vraiment mené ces études sur ces deux niveaux et en fonction du coup, ils ont évalué ces statistiques. Mm. En tout cas, merci Ouais. beaucoup pour ces partages de chiffres. Et à ton avis, en fait, d'où vient ce problème de désengagement au sein des Mm. entreprises par les employés? Est-ce qu'il y a peut-être une cause qu'on retrouve plus souvent qu'une autre ou, Ouais. Alors déjà, bon, il y a le système même de l'entreprise lui-même hein, qui, je pense, aujourd'hui est un peu aussi à bout de souffle. On voit que les personnes, en tout cas les collaborateurs, les salariés des entreprises, aspirent à autre chose, un autre système. Le système des grosses entreprises, des grosses multinationales très pyramidal, très hiérarchique hein, finalement, où tu as toujours un N+1, N+2, N+3 en fonction d'où tu te situes et où tu dois rendre des comptes, où tu as du micromanagement, où tu as de l'accompagnement sans vraiment l'être. Aujourd'hui, la grosse problématique, c'est, sans vouloir cracher dans la soupe ou détruire le concept que moi-même j'en ai bénéficié et sur lequel j'ai pu profiter aussi pendant de nombreuses années, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont en pleine croissance, elles veulent toujours faire du chiffre et du chiffre, au détriment finalement du collaborateur et de la santé du collaborateur. Et ça, cette compétition, elle est notamment mise à travers les primes. Aujourd'hui, ben voilà, si tu veux performer, si tu veux toucher de l'argent, beaucoup d'argent, tu dois faire un bon job,
plus que tes collègues pour pouvoir toucher plus d'argent, ainsi de suite. Et aujourd'hui, très clairement, l'argent, c'est un levier de motivation qui n'est pas forcément, plein d'études le montrent, hein, l'argent ne fait pas tout. Et au contraire, c'est plutôt négatif comme levier de motivation. Et c'est ce qui, à court terme, peut marcher, mais ce qui, à moyen et long terme, ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les grandes multinationales qui veulent garder leur talent sur du long terme, l'argent ne suffit plus. Au contraire, ça délétère les personnes et on est chacun un peu individualiste. Et on travaille plus aussi pour l'entreprise parce qu'on travaille pour son manager qui, lui, a aussi une prime indexée sur les performances de son équipe. Donc, tout va être orienté sur finalement ce système qui va être la course au profit, mais à son profit propre pour avoir cette prime ou en tout cas garder un bonus. Autre aussi problématique des entreprises, grosses entreprises pyramidales, c'est que finalement les personnes évoluent dans les échelons, gagnent de plus en plus d'argent et prennent de moins en moins de risques. Il y a aussi pas mal d'études qui montrent que plus on est haut dans une entreprise, moins on a de créativité, moins il y a de prise de risque. Donc, on est par défaut plus dans voilà, dans l'immobilisme et on est moins à stimuler ses équipes, moins dans la créativité, moins dans la prise de risque. Donc voilà, ça peut expliquer un petit peu déjà un peu le schéma des entreprises actuelles, peuvent expliquer ça. Après, aujourd'hui aussi, il y a une grosse problématique en termes de manager, c'est que moi je viens d'une filière très technique, hein, l'horlogerie. Et dans l'horlogerie, pour être manager, généralement, on fait de la technique. Et une fois qu'on performe, tac, on bascule dans le management. Donc, on évite à gérer des équipes plus ou moins grandes. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas forcément les outils, on n'est pas forcément armé pour, parce qu'on vient d'un profil purement produit, purement stratégie industrielle, enfin, me concernant, et après, quand on change de métier, parce que management, être manager, c'est un autre métier. On gère plus du produit, on gère plus de la technique. Ça, c'est les équipes opérationnelles techniques qui s'occupent de ça. On gère de l'humain. Et d'ailleurs, les entreprises prônent justement gérer l'humain, justement donnent énormément de valeur aux managers pour gérer les humains. Or, quand on regarde la tâche des activités, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, est-ce que vraiment les managers passent du temps à gérer l'humain? Pas forcément. Aujourd'hui, quand tu regardes vraiment les activités d'un manager, moi je prends l'exemple hein, que j'ai vécu, qui est vrai, je pense, dans énormément de boîtes. Ton manager, tu le vois allez, une fois tous les 15 jours, c'est-à-dire que tu le vois deux fois par mois. Tu le vois une heure, deux fois par mois. C'est généralement une heure de séance. Sur cette heure de séance, il arrive souvent que le timing ne soit pas respecté en termes d'arrivée, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de séances qui s'enchaînent avec des retards cumulés qui font que déjà, ton manager, il arrive en retard. Donc déjà, en termes de message, c'est compliqué. Ensuite, après, il arrive avec des émotions parce qu'il enchaîne beaucoup de séances répétitives. Il est pas forcément dans l'écoute, et ça, j'y reviendrai aussi, l'écoute active qui est très importante. Et ce qui fait que il va aussi parler de lui, il va demander de parler de toi, mais l'échange, il est assez biaisé et finalement, il est très court et t'en tires pas grand-chose de cet échange. Et c'est ce qui fait que finalement, tu sors de là, tu dis, OK, bon, super, j'ai mon suivi, j'avais des choses à lui dire, c'était pas le moment pour lui dire. Et tu pars avec beaucoup de frustration, d'émotion, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important dans les entreprises, c'est finalement l'émotion, qu'est-ce que tu en fais et où tu la places. Et il y a très peu de place pour l'émotion dans l'entreprise. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de frustration, tu as beaucoup de choses que tu intériorises, que tu ne peux pas sortir. Parce que, un, il y a pas la place qui est créée. Deux, parce que, encore une fois, il y a ce problème hiérarchique avec ton responsable qui, lui, va te donner une prime de performance sur laquelle tu ne veux pas forcément t'asseoir dessus. Donc, c'est à qui parler en cas de problème. Et c'est ça où c'est aussi compliqué dans l'entreprise, c'est se trouver cet équilibre entre endroits bienveillants pour pouvoir sortir tout ce que tu as à sortir. Et ça, c'est très important de sortir ses émotions, de ne pas vivre avec ses émotions. Parce que bon, quand elles sont positives, c'est OK, mais quand elles sont négatives, elles ont tendance vraiment à te ronger, à te miner et à te tirer vraiment vers le bas, pour en découler vers de l'absentéisme, vers aussi voilà, du désengagement. Et c'est aussi ça le premier niveau de désengagement, c'est sortir d'un suivi avec ton manager en étant démotivé ou pas forcément, où tu n'as pas été forcément amené, où il n'a pas répondu à tes attentes. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire.
J'ai peut-être fait des digressions par rapport à la question Non, que non, tu m'avais en posée au fait, début. c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, tu as évoqué un terme espace bienveillant. Et je pense que c'est certainement peut-être une des solutions dont tu aimerais parler, mais je pense qu'il y en a plein d'autres que tu aimerais évoquer. Donc, est-ce que justement, tu pourrais peut-être nous partager les idées de solutions ou du moins les pistes d'amélioration pour les managers, les leaders au sein des entreprises pour réduire le taux de désengagement? Ouais, ouais. Alors moi, ben, justement, je vais parler aussi de ma formation parce que c'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses. J'avais fait des formations de développement personnel. J'avais vu de la CNV au sein de la manufacture que j'ai fait 15 ans, donc j'ai fait pas mal de formations de développement personnel. C'est vrai que déjà, ces formations, tu passes une journée, 2 jours, peut-être 3 jours, c'est pareil. Mais voilà, tu as 3, 4 jours de formation dans l'année. Finalement, pour être coach, parce que moi, ce que je pense fortement que l'avenir du manager, c'est d'être un manager coach. Et je pense que c'est vraiment le, le présent du leader ou le futur du leader, je ne sais pas enfin, où il faut le positionner, mais c'est que demain, le leader qui sera le manager sera un manager coach. Enfin, c'est comme ça, c'est ma vision. Mais pour y arriver, pour être coach, encore une fois, il faut passer du temps, il faut apprendre à se connaître. Déjà, il faut que le manager arrive à se connaître. Parce que si déjà un manager a des problèmes déjà personnels, professionnels et qui ne se connaît pas, c'est déjà compliqué de passer du temps à aider les autres, à accompagner les autres, parce que c'est ça aussi qu'on parle, c'est de l'accompagnement. Donc, enfin, pour être coach, il faut en gros 40 jours de formation. Aujourd'hui, dans les entreprises, tu n'as jamais 40 jours à accréditer à une personne pour faire de la formation, pour monter en compétences. Donc ça, c'est déjà une problématique. Donc c'est pour ça que l'accompagnement, je pense, externe est vraiment la clé du succès et la clé de demain. Et je reviens par rapport justement aux outils que les managers peuvent déjà utiliser. Pour moi, il y a déjà un outil qui est très simple, c'est l'écoute active, j'en ai parlé. Mais l'écoute active, c'est quoi? Parce que finalement, tout le monde dit, et moi le premier, je disais toujours, ouais, je sais écouter, je suis dans l'écoute, mais alors que je ne l'étais pas du tout. La clé, c'est vraiment d'écouter, pas forcément avec la tête, mais avec le cœur, et de se déconnecter la tête. Quand je dis ça, c'est typiquement, je prends un exemple très simple, hein, manager reçoit un collaborateur, le collaborateur lui explique, le manager lui demande, par exemple, est-ce que tu m'as envoyé le rapport que je t'ai demandé il y a 2 jours? Le collaborateur lui dit non, écoute, je ne te l'ai pas envoyé, mais je vais le faire. Et là, le réflexe humain du manager va dire, mais je comprends pas, enfin, c'est pourtant simple, quoi. Je lui ai demandé de m'envoyer un rapport, il y a juste à me mettre dans un mail, tu m'as écrit une petite phrase, tu me l'envoies et c'est réglé, quoi. Mais là, c'est là aussi, il faut prendre du recul. Et là, moi, il y a une révélation aussi que j'ai eue, c'est la pyramide de Diels, la pyramide des niveaux logiques de Diels, qui est finalement, alors c'est une pyramide avec l'environnement, la première couche, on est sur l'environnement. Après, c'est la tâche des activités. La tâche des activités, c'est là où tu passes le plus de temps finalement au travail. Typiquement, t'as pas fait ce que je t'ai demandé, j'attends toujours cet élément-là, ainsi de suite. Donc là, tu es vraiment dans l'activité pure. Et la pyramide de Diels, il dit quoi? Il dit que si l'activité n'est pas faite, c'est que le problème vient du dessus. Le dessus, c'est les compétences. Et si justement ben, les compétences sont là, c'est les valeurs. Et si les valeurs sont là, c'est le rôle. Et cette pyramide met en avant finalement un peu ce fonctionnement-là. Là, si je reprends l'exemple, la personne, elle n'a pas fait le mail. Pourquoi? Parce que peut-être elle n'a pas les compétences. Bon, écrire un mail, peut-être elle l'a. Mais c'est peut-être les valeurs. Elle ne voit pas la valeur dans le fait d'envoyer ce mail, ou est-ce que c'est son rôle à lui d'envoyer ce mail, ces informations-là à son manager? Et c'est quand je reviens à la place du manager qui fait son suivi avec son collaborateur, c'est la clé, elle est il doit se mettre à la place du collaborateur. Et c'est là la différence, c'est écouter l'autre et faire comme s'il était l'autre. Il n'est pas l'autre, mais il doit faire comme s'il était l'autre. Essayer de comprendre qu'est-ce qui le bloque, qu'est-ce qui le freine. Et ça, un peu pour toutes les questions. Le suivi, aujourd'hui, il est très banalisé dans les sociétés et en fait, on fait des suivis récurrents. Mais en fait, quand tu es avec ton responsable, mine de rien, tous les mots que tu vas lui communiquer ont une importance, ont une signification. Et là, le rôle du manager, c'est comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire derrière ces mots. Est-ce que c'est juste ces mots ou est-ce qu'il y a autre chose caché? Et c'est pour ça qu'en écoute active, ce que tu peux faire de façon très simple aussi, c'est reprendre et rebondir et reformuler l'argumentaire de la personne en disant, écoute, si j'ai bien compris, tu as le mail en ta possession, tu as toutes les données et tu vas le faire demain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être bloqué aujourd'hui par rapport à l'envoi de ce mail? Et c'est là où tu commences à
à questionner la personne en disant, non, ok, oui, écoute, ouais, finalement, c'est là où peut-être la personne va se dire, ouais, écoute, il y a quelque chose dans ce mail qui me dérange et je voulais pas te le dire, mais je vais quand même te le dire. Voilà, il y a des termes, je suis pas d'accord. Peut-être les chiffres sont pas cohérents et je trouve qu'ils reflètent pas ce que la réalité du terrain. Et en termes de valeur, moi, je suis pas OK avec ça. Ah, d'accord, ok, mais tu veux qu'on retravaille les chiffres? Eh ben, on peut travailler les chiffres. Et mine de rien, c'est des petites actions comme ça au quotidien qui font que on change la perception finalement du collaborateur et de ses relations aussi entre manager et collaborateur. Top. Merci beaucoup. Donc là, tu avais évoqué une des solutions, justement, l'écoute active. Est-ce que tu veux peut-être en partager d'autres qui te viennent à l'esprit? Hmm. Ouais, ouais. Alors la première là qui me vient à l'esprit, c'est la CNV, hein, c'est la communication non violente, euh, qui, qui, qui est hyper puissante, hein, qui est incroyable. Par contre, qui est très 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 compliqué à utiliser, à mettre en place. Moi justement, quand j'accompagne des personnes dans le coaching, j'ai tout un protocole, j'ai des supports aussi sur lesquels ils peuvent travailler, s'exercer, parce que c'est beaucoup de préparation. En cas de conflit, c'est ce qu'il faut utiliser, hein, c'est vraiment, que ce soit la méthode DESC ou OSBD, hein, c'est vraiment deux méthodes séparées, mais qui ont le même sens. La clé, c'est, encore une fois, c'est tout ramener à soi aussi. C'est pas dire tu as fait ça, c'est vraiment cela mène à soi. J'ai eu le sentiment, j'ai cette sensation en moi qui est telle, mettre des mots bien précis et après partir dans la structure du protocole. Donc ça, c'est D'où vraiment des outils relativement simples, mais qu'il faut pratiquer pour pouvoir vraiment maîtriser et de façon fluide ce type de protocole. d'où l'importance de se connaître, justement. Parce que pour être capable d'observer, de comprendre ses besoins, de les exprimer, pour Oui. finalement effectuer une demande. Oui, ben, l'important c'est de connaître et se connaître, connaître ses émotions. On sait tous hein, si on est plutôt sensible ou pas, plus ou moins sensible dans certaines situations. Généralement, on manque de lucidité. Hein, dès qu'on a l'émotion qui émerge, on manque de lucidité. Et là, notre cerveau il déconnecte un petit peu et on peut dire des fois des choses qu'on ne devrait pas dire ou on ne dit pas des choses qu'on aimerait dire. Et c'est là aussi la justesse des mots est très important. La posture aussi est également très importante. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre du recul, aussi se dissocier de l'événement, ça c'est très important, se dissocier de l'instant T et prendre du recul et appliquer le protocole, je dirais. Mm. D'où l'utilité aussi d'avoir une personne externe, neutre, pour être capable de Mm. prendre cette distance et d'évaluer la situation de manière plus neutre. Mais est-ce que Tout à tu peux fait. peut-être nous donner un exemple justement d'utilisation de ce protocole OSBD dans le cadre de la CNV? Un exemple voilà, d'un manager qu'il pourrait vivre au Bah, minimum une ouais. fois dans l'année. Bah, je te reprends l'exemple du début, là, le manager qui arrive de façon récurrente, 5 à 10 minutes de retard au suivi mensuel de son collaborateur, par exemple. Le collab, lui, il s'en rend pas compte parce qu'il se dit, bon, bah, voilà, j'ai aussi besoin de prendre du temps, de souffler, et puis il y a aussi là, des fois des distances entre différents. Lui, il voit pas forcément le mal, et généralement, les managers font des actions qu'ils n'imaginent pas déconstruire le collaborateur. Pour revenir par rapport à la thématique, c'est typiquement bah, de se dire, voilà, j'observe que ça fait 10 séances que tu viens avec 5 à 10 minutes de retard. Mon sentiment, c'est qu'il y a un manque de respect de ta part. Je te demande de respecter le créneau horaire ou de décaler le créneau horaire à 45 minutes plutôt qu'une heure et de te laisser un quart d'heure d'attente, enfin de flottement pour pouvoir au moins honorer le rendez-vous qui commence à l'heure précise. Voilà, c'est de façon communiquer sans être agressif parce que si maintenant j'utilise les mots instantanément dans la séance avec l'émotion forte en Mhm. disant ah, c'est pas possible, il le fait exprès, il joue avec mes nerfs, il me teste et ça m'agace et du coup le suivi il va s'en pâtir, la relation va se détériorer au fur et à mesure. Le manager lui il va pas voir d'où ça vient et jusqu'à un moment il y a une rupture où finalement la personne elle en peut plus, elle va aller se plaindre au RH ou elle viendra même plus à l'entreprise parce que voilà, elle adhère plus non plus après au discours de son manager, alors que le manager, lui, il a rien vu venir. Je vais te prendre un autre exemple, personne
que j'avais commencé à coacher au mois de décembre. Euh, donc un manager hein, sur plein de problématiques. Et puis il me disait, ouais, je suis trop content. Là, j'ai une ressource qui performe à fond. Un jeune chez moi dans mon équipe, elle est à fond. Là, il ne sait pas encore, mais on va le revaloriser fin d'année pour que justement, ça le donne un boost pour début d'année prochaine, 2025. Donc super content. Il me fait part justement de toute cette joie. Et en fait, on se revoit début 2025. Donc moi, je ne l'ai pas suivi, je l'ai suivi, on était au début du processus, hein, donc j'apprenais à le connaître. Et on se revoit début 2025, il me dit, waouh, j'ai une douche froide, là, la pépite que j'avais, elle a démissionné. Alors qu'il avait tout misé sur lui, une super relation, ils étaient proches. Enfin, encore une fois, c'est sa vision et c'est son discours. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que dans une relation, il y a toujours deux discours. Il y a deux personnes, donc forcément, on a des biais cognitifs et on voit ce qu'on a envie de voir aussi. Et c'est là où le manager, il doit être très, doit se remettre en question tout le temps. C'est que il perçoit peut-être des points positifs, mais il doit toujours être en alerte en disant, attention, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je fais pas de fausse route? Est-ce que ce que je décrypte comme La signaux, est-ce que vérité. c'est la vérité? C'est Mm. ça aussi, c'est cette prise de recul. En tout cas, merci déjà pour ces deux beaux outils que tu nous as partagés, des outils de coaching, l'écoute active pour rappel et la CNV. Est-ce que tu as peut-être un troisième outil que tu aimerais partager avec un exemple? Ben, alors là, je dirais même sortir des outils. Moi, j'aimerais plutôt revenir sur les valeurs, parce que moi, aujourd'hui, Euh, on- j'étais dans une grande manufacture avec énormément d'avantages, notamment des avantages financiers qui étaient extraordinaires, qui m'ont permis de faire plein de choses. Mais aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur l'argent qui ne doit pas être un levier de motivation. Parce que c'est un levier de motivation euh, qui est, qui est finalement dans notre société au quotidien, mais qui est négatif. Je reviens dessus, c'est vrai que l'argent, c'est un petit plus, enfin c'est un grand plus, mais ça reste un levier de motivation vraiment externe. Il faut vraiment aller chercher les leviers de motivation internes, donc ses valeurs, ses compétences, ses talents, sa source de génie, sur quoi on est doué, sur quoi on s'éclate. Et là, l'entreprise, je ne vais pas pointer du doigt le manager, mais l'entreprise doit mettre finalement toutes ces personnes dans leur meilleure disposition pour qu'elles s'éclatent au quotidien et qu'elles brillent vraiment dans le sens briller, non pas pour l'argent, mais pour leur valeur et pour la plus-value qu'elles peuvent apporter dans l'entreprise. Et redonner un peu d'humanisme dans l'entreprise, je pense que ça donnerait plus de sens aussi réellement aux personnes et aux collaborateurs dans les sociétés. Mm. En tout cas, merci beaucoup pour ces partages. Une question qui me vient à l'esprit, mais est-ce que tu as peut-être des conseils à partager sur comment reconnaître les premiers signaux de désengagement? Pour revenir sur voilà, la thématique même de ce podcast. Ouais. Alors ça, c'est compliqué, hein. Les premiers signaux, c'est toujours la comparaison. Alors, il y a des outils, hein. Il y a l'outil que moi j'aime bien utiliser, avec qui je travaille aussi en collaboration avec d'autres coachs, qui est l'outil Motiva, qui permet à travers des questions relativement simples, de pouvoir cartographier la motivation des collaborateurs. Maintenant, sans cet outil-là, en questionnant encore une fois la personne, et ça c'est vraiment de l'écoute active, en posant les bonnes questions, en prenant le temps de partager des moments authentiques, et là c'est aussi de nouveau plus le manager, c'est se dire, OK, j'enlève ma casquette, mon costume de manager, je me livre aussi, je me mets à nu, et là je vais parler d'un langage plutôt d'analyse transactionnelle, de parler d'adulte à adulte et non pas de parent-enfant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on est en relation avec son manager, on est dans une posture généralement parent-enfant, malgré tout, parce que celui qui va te donner tes primes, qui va accepter tes congés, c'est ton manager. Donc, d'office, il y a inconsciemment cette notion de parent-enfant. Et ça, c'est quelque chose à déconstruire pour que on reste dans une discussion d'adulte à adulte. Et on a le droit de se dire les choses, on a le droit de dire des choses négatives, on a le droit de dire qu'aujourd'hui, ben, ouais, j'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie de travailler parce que, je sais pas, chez moi, ça va pas trop, ou parce que, ouais, je sais pas, j'ai juste pas envie, j'ai pas l'énergie en ce moment, là. Je sens que, ouais, j'ai.
faudrait que je fasse une cure de vitamines, quelque chose, ou que je prenne plus de temps aussi pour moi. Je dors pas bien, je sais pas. Voilà, un espace pour se dire les choses clairement, dire non, mais écoute, moi, ce projet-là, finalement, tu me l'as donné, je le fais, mais honnêtement, j'en peux plus, quoi. Tu vois, sans jugement ou sans contrepartie. Parce que le risque, c'est de se dire, OK, bah, si je lui dis ça, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va me pénaliser, fin d'année, j'aurai pas ma prime, ou ouais, il va me mettre de côté, ou les projets intéressants, il va pas me les donner. Et on est toujours un petit peu dans ce biais un peu de compétition. On a toujours peur aussi du regard du manager, de ce jugement. Et ça, c'est le rôle aussi de la société et du manager de casser ça, de se dire, non, tu as performé. Et là aussi, je vais revenir sur un autre sujet, c'est que moi, j'ai passé 15 ans dans une société, dans une grande manufacture où finalement, ta vie professionnelle, tu as des réussites, tu as des échecs, tu as des réussites, tu as des échecs. Et chaque année, tu es remis à zéro. C'est cruel, mais c'est comme ça. Et en fait, on te juge sur l'année en cours. Et il suffit que tu n'as pas performé, peu importe que tu as fait des choses incroyables au sein de ta société, tu as mis en place plein de process incroyables, on oublie vite tout ça. Et tu es toujours dans le, on garde pas et on capitalise pas sur l'historique de la personne. Et en fait, c'est finalement, on enlève tout signe d'humanité et c'est là où tu te rends compte que finalement, tu es un numéro et c'est dommage d'en arriver là, se dire, non, moi j'ai fait des choses bien et il faudrait capitaliser, même que tu changes de manager, il faudrait qu'on se rappelle toujours de toute cette valorisation que tu as eue au sein de ton entreprise ou même au sein des entreprises avant pour dire, non, écoute, ta confiance, moi je l'ai. Je sais qui tu es, je sais que tu performes, je sais que tu as performé, tu as un coup de moins bien, c'est normal, c'est humain. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et encore une fois, je reviens à la problématique de profit et cette quête incessante de profit au sein des entreprises et de perfection, surtout dans l'horlogerie, on cherche toujours à une qualité plus, un rendement plus, on demande toujours plus aux équipes. Je connais très bien les problématiques terrain aussi, où voilà, c'est très complexe. On demande toujours plus et on capitalise pas sur ce que la personne a fait de bien durant toute sa carrière. Et là, je crois que la boucle est bouclée. Parce que tu Je as sais pas si j'ai... terminé avec l'exemple avec lequel tu avais commencé. Donc, Bon, ben bravo. voilà, la boucle est bouclée. Top. Mais est-ce que tu as peut-être encore un dernier exemple à partager ou un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est pas facile. Moi, je dirais pour conclure, il faut avoir une forte estime de soi. Garder de l'estime de soi, c'est très important. L'estime de soi qui va finalement après découler sur la confiance en soi et sur sa valorisation au quotidien. Garder l'estime de soi, de ne pas sous-estimer, garder toujours le positif et toujours attirer et chercher le feedback positif. Dès que vous faites quelque chose de bien au quotidien, essayez de trouver du feedback par votre manager en disant qu'est-ce que tu as aimé de bien chez moi, comment tu me vois. Essayez de questionner aussi vos collègues, vos responsables, les ressources humaines pour avoir un maximum de feedback positif parce que finalement, le positif amène le positif et c'est ça qui va faire que la motivation va rester là, que vous allez rester enfin, connecté à votre emploi, à votre activité et vous allez garder la foi, le fil conducteur encore sur des longues durées.